Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un texte d'Arthur Conan Doyle, La maison vide. Une aventure de Sherlock Holmes. Très belle écoute à tous. Au printemps de l'année 1894, tout Londres fut passionné et la bonne société consternée par l'assassinat de l'honorable Ronald Adair, dans des circonstances particulièrement étranges et inexplicables. Le public connaît déjà les détails du crime révélé par l'enquête policière, mais tout n'a pas été dit à cette occasion, car l'accusation disposait d'un dossier si accablant qu'il n'était pas nécessaire d'exposer tous les faits. Ce n'est que maintenant, au bout de près de 10 ans, que je suis en mesure de présenter les éléments manquants dans l'enchaînement complet de ces faits notoires. En lui-même, le crime présentait de l'intérêt, mais cet intérêt n'était quasiment rien pour moi au regard de la suite incroyable, qui me causa le choc le plus fort et la surprise la plus grande de toute ma vie d'aventure. Encore maintenant, après toutes ces années, je suis tout émue en y pensant, et je ressens à nouveau ce soudain transport de joie, de surprise et d'incrédulité qui me saisit complètement sur le moment. Je dois demander au public, qui s'est intéressé aux quelques petits exemples que je lui ai donnés de temps en temps, des pensées et des actions d'un homme tout à fait remarquable, de ne pas me blâmer si je ne lui ai pas communiqué plus tôt ce que je savais. J'aurais considéré que c'était mon devoir premier de le faire si celui-ci ne m'en avait pas catégoriquement formulé lui-même l'interdiction, qui n'a été levée que le 3e du mois dernier. Comme on peut l'imaginer, mes liens étroits avec Sherlock Holmes ont fait naître en moi un profond intérêt pour les enquêtes criminelles, et après sa disparition, je n'ai jamais manqué de lire attentivement les différentes énigmes qui s'offraient au public, et j'ai même essayé plus d'une fois, pour ma satisfaction personnelle, de les résoudre en utilisant ces méthodes, mais avec un succès médiocre. Aucune, cependant, ne me passionna autant que cette tragédie dont fut victime Ronald Adair. Quand je lus les témoignages recueillis par l'enquête, qui conduisirent à un verdict d'assassinat visant un ou plusieurs inconnus, je mesurais mieux que jamais la perte qu'avait représentée pour la communauté la mort de Sherlock Holmes. Il y avait dans cette affaire étrange des détails qui, j'en suis sûre, l'auraient spécialement intéressé, et le travail de la police aurait été secondé et même probablement devancé par l'expérience de l'observation et l'agilité intellectuelle du premier détective d'Europe. Toute la journée, en faisant la tournée de mes malades, je remets cette affaire dans ma tête, sans trouver d'explication qui me parût satisfaisante. Au risque de répéter une histoire déjà connue, je vais récapituler les faits, tels que le public les connaissait à la fin de l'enquête. L'honorable Ronald Adair était le 2e fils du comte de Maynooth, qui à l'époque était gouverneur de l'une des colonies australiennes. La mère d'Adair était rentrée d'Australie pour subir une opération de la cataracte. Elle habitait avec son fils Ronald et sa fille Hilda au 427 Park Lane. Le jeune homme fréquentait la meilleure société et on ne lui connaissait ni ennemi ni vice particulier. Il avait été fiancé à Miss Edith Woodley de Carstairs, mais ses fiançailles avaient été rompues par consentement mutuel quelques mois auparavant, et rien n'indiquait que la rupture avait laissé de grandes souffrances derrière elle. Au demeurant, la vie de cet homme se déroulait dans un cercle étroit et conventionnel, car il avait des habitudes tranquilles et il n'était pas porté par nature aux sentiments violents. Pourtant, c'est sur ce jeune aristocrate insouciant que la mort s'abattit, sous une forme très étrange et inattendue, entre 10h et 11h20, le soir du 30 mars 1894.
Ronald Adair aimait les cartes. Il jouait tout le temps, mais pas pour des enjeux qui risquaient de lui nuire. Il appartenait à plusieurs cercles de jeu, le Baldwin, le Cavendish et le Bagatelle. On a pu établir que le jour de sa mort, après dîner, il avait participé à un robre de whist dans ce dernier cercle. Il y avait également joué dans l'après-midi. Le témoignage de ses partenaires, M. Murray, Sir John Hardy et le colonel Morant, prouve qu'il s'agissait bien d'une partie de whist et que le jeu était sensiblement équilibré. Adair avait peut-être perdu 5 livres, mais pas davantage. Il possédait une fortune considérable et une telle perte ne pouvait en aucune façon l'affecter. Il jouait pratiquement tous les jours, dans un cercle ou un autre, mais c'était un joueur prudent qui gagnait en général. L'enquête avait montré qu'il avait bel et bien gagné la somme de 420 livres, avec comme partenaire le colonel Morant, en une seule séance, quelques semaines auparavant en jouant contre Godfrey Milner et Lord Balmoral. Voilà pour les antécédents récents, tels que l'enquête les avait révélés. Le soir du crime, il était rentré de son cercle à 10 heures, très exactement. Sa mère et sa sœur étaient sorties pour passer la soirée avec une parente. Dans sa déposition, la domestique a déclaré qu'elle l'avait entendu entrer dans la pièce donnant sur la rue, au 2e étage, qu'il utilisait en général comme salon. Elle y avait allumé un feu et, comme celui-ci fumait, elle avait ouvert la fenêtre. Aucun bruit ne parvint de la pièce avant 11h20, l'heure du retour de Lady Maginus et de sa fille. La mère, voulant dire bonsoir, essaya d'entrer dans le salon. La porte était fermée de l'intérieur, et lorsqu'elles frappèrent et crièrent, elles n'eurent aucune réponse. De l'aide fut requise pour forcer la porte. On trouva le corps du malheureux jeune homme étendu près de la table. Il avait la tête affreusement mutilée par une balle explosive de revolver, mais, dans la pièce, on ne retrouva aucune arme d'aucune sorte. Sur la table, il y avait 2 billets de 10 livres, ainsi que 10 livres, 17 shillings en pièces d'or et d'argent, disposés en petites piles de différents montants. Sur une feuille de papier, il y avait aussi quelques chiffres avec en face des noms de certains de ses amis de cercle. Cela permit d'avancer l'hypothèse qu'avant sa mort, il essayait d'établir ses pertes ou ses gains aux cartes. Un examen plus approfondi de la situation ne servit qu'à rendre l'affaire plus compliquée. Pour commencer, on ne voyait pas pourquoi le jeune homme avait fermé la porte de l'intérieur. L'assassin pouvait fort bien l'avoir fait avant de s'échapper par la fenêtre. Mais la fenêtre était à au moins 6 mètres de haut et en dessous, il y avait un parterre de crocus bien fleuri. Il n'y avait aucun signe de piétinement, ni parmi les fleurs, ni sur la terre, et aucun signe de pas non plus sur l'étroite bande d'herbe qui séparait la maison de la rue. Apparemment donc, c'était le jeune homme qui avait fermé la porte. Mais comment avait-il trouvé la mort? Personne n'aurait pu grimper jusqu'à la fenêtre sans laisser de traces. En supposant que l'assassin ait tiré par la fenêtre, il se serait agi d'un tireur vraiment exceptionnel pour infliger une telle blessure mortelle avec un revolver. En outre, Park Lane est une artère fréquentée et une station de fiacre se trouve à moins de 100 mètres de la maison. Personne n'avait entendu de coup de feu, et pourtant il y avait là le cadavre, ainsi que la balle de revolver qui s'était aplatie comme le font les balles à tête tendre, infligeant ainsi une blessure qui avait dû provoquer une mort instantanée. Tels étaient les faits du mystère de Park Lane, que compliquait encore l'absence totale de mobile, puisqu'on ne connaissait pas d'ennemi au jeune Adair, comme je l'ai dit, et que personne n'avait essayé d'emporter l'argent ou les objets précieux qui étaient dans la pièce. Toute la journée, je remuais ces faits dans ma tête,
essayant de trouver une explication capable de les concilier tous et de découvrir cette ligne de moindre résistance qui, selon mon pauvre ami, était le point de départ de toutes les enquêtes. Je n'avançais guère, je l'avoue. Le soir venu, j'allais faire une promenade dans Hyde Park, et vers 6 heures, je me retrouvais à l'extrémité de Park Lane, qui donne sur Oxford Street. Un groupe de badauds agglutinés sur le trottoir, qui regardaient tous une certaine fenêtre, m'indiqua la maison que j'étais venu voir. Un homme grand et mince, portant des lunettes sombres, que je soupçonnais fort d'être un policier en civil, était en train de présenter son explication personnelle, tandis que les autres s'attroupaient pour écouter ce qu'il disait. Je m'approchai de lui autant que possible, mais ses commentaires me parurent absurdes et je m'éloignai, assez dépité. Ce faisant, je bousculai un vieil homme difforme qui se tenait derrière moi, et je fis tomber par terre plusieurs livres qu'il portait. En les ramassant, je m'en souviens, j'ai observé le titre de l'un d'eux, « L'origine du culte des arbres », et j'ai eu l'impression que cet homme-là était sûrement un pauvre bibliophile qui, soit pour en faire commerce, soit par marotte, collectionnait des livres obscurs. Je tentais de présenter mes excuses pour cet incident, mais manifestement, ces volumes que j'avais malencontreusement malmenés étaient des objets très précieux aux yeux de leur propriétaire. Avec un grognement de mépris, il tourna les talons et je vis son dos voûté et ses favoris blancs disparaître dans la foule. Mes observations du 427 Park Lane ne me permirent guère d'éclaircir le problème qui m'intéressait. La maison était séparée de la rue par un petit mur surmonté d'une grille, le tout ne dépassant pas 1,50 m. Il était donc tout à fait facile pour n'importe qui de pénétrer dans le jardin. Mais la fenêtre était parfaitement inaccessible, car il n'y avait aucune gouttière ou autre chose de ce genre pour permettre à un homme très agile d'y grimper. Plus intrigué que jamais, je retournai à Kensington. Je n'étais pas dans mon cabinet depuis 5 minutes que la bonne entra pour me dire qu'une personne désirait me voir. À ma grande surprise, ce n'était autre que cet étrange personnage, mon vieux bibliophile, dont le visage décharné, desséché, apparaissait, encadré par des cheveux et des favoris blancs, et qui tenait bien serré sous son bras droit ses précieux volumes, 12 au moins. « Vous êtes surpris de me voir, monsieur ?» me demanda-t-il d'une étrange voix rauque. Je reconnus que oui. « Eh bien, monsieur, j'ai une conscience, et quand, en vous suivant péniblement, je vous ai vu par hasard entrer dans cette maison, je me suis dit que j'allais y faire un saut, pour voir ce gentil monsieur, et lui dire que, si j'avais été un peu bourru dans mes manières, il ne fallait pas m'en vouloir, et que je lui étais très obligé d'avoir amassé mes livres. Oh, ce n'était rien, n'en parlons plus, lui dis-je. Puis-je vous demander comment vous saviez qui j'étais? Eh bien, monsieur, si je puis me permettre, je suis l'un de vos voisins. Vous trouverez en effet ma petite boutique à l'angle de Church Street, et je serai très heureux de vous y voir, croyez-moi. Vous êtes peut-être vous-même collectionneur, monsieur. Voici les oiseaux anglais, Catulle et la guerre sainte. Chacun de ces livres est une affaire. Avec 5 volumes, vous pourriez juste combler cette brèche-là sur la 2e étagère. Cela fait désordre, vous ne trouvez pas, monsieur? Je tournai la tête pour regarder le rayonnage derrière moi. Puis à l'instant où je la tournai de nouveau, Sherlock Holmes était là, debout devant mon bureau, et il me souriait. Je me levai d'un bond, le regardai fixement pendant quelques secondes, complètement stupéfait, et puis, pour la première et la dernière fois de ma vie, apparemment, je dus m'évanouir.
Ce qui est certain, c'est qu'un brouillard gris tourbillonnait devant mes yeux, et lorsqu'il se dissipa, je trouvai mon col déboutonné, et je sentis un petit picotement sur mes lèvres. L'arrière-goût du cognac. Holmes était penché au-dessus de mon fauteuil, un flacon à la main. « Mon cher Watson, me dit la voix dont je me souvenais fort bien, je vous dois 1000 excuses. Je ne me doutais pas que cela vous affecterait autant. » Je le saisis vigoureusement par les bras. « Holmes !» m'écriai-je. « Est-ce bien vous? Se peut-il que vous soyez vraiment en vie? Est-il possible que vous ayez réussi à vous sortir de ce gouffre épouvantable? »« Attendez un instant, dit-il. Êtes-vous sûr d'être en état de discuter? Je vous ai donné un terrible choc par cette réapparition qui avait quelque chose d'inutilement spectaculaire. »« Je me sens très bien, Holmes, mais vraiment, j'ai peine à en croire mes yeux. Grand Dieu! Quand je pense que c'est vous, vous et personne d'autre. Vous êtes là, debout dans mon bureau. » De nouveau, je le saisis par la manche et je sentis sous le tissu son bras mince et musclé. « Eh bien, en tout cas, vous n'êtes pas un fantôme, dis-je. Mon cher ami, je suis au comble de la joie en vous voyant. Asseyez-vous et dites-moi comment vous êtes sorti vivant de ce terrible abîme. » Il s'assit en face de moi et alluma une cigarette avec sa nonchalance habituelle. Il portait encore la redingote élimée du marchand de livres, mais il avait posé sur le bureau le reste du personnage, la perruque blanche et les vieux livres. Holmes paraissait encore plus mince et plus pénétrant qu'autrefois, mais il y avait sur son visage aquilin une teinte blanc pâle, qui m'apprit que récemment il n'avait pas mené une existence très saine. « Je suis content de pouvoir m'étirer, Watson, me dit-il. Ce n'est pas drôle pour un homme de ma taille de se rapetisser d'une 30aine de centimètres pendant plusieurs heures de suite. Et maintenant, mon cher ami, pour ce qui est de ces explications, nous avons devant nous, si je peux compter sur votre aide, une soirée de travail difficile et périlleuse. Peut-être vaudrait-il mieux que je vous explique toute la situation lorsque ce travail sera achevé. Je suis rempli de curiosité. Je préférerais de loin vous entendre maintenant. Vous viendrez avec moi ce soir, quand vous voudrez et où vous voudrez. On dirait tout à fait le bon vieux temps. Nous aurons le loisir de manger un morceau avant de partir. Eh bien, parlons de ce gouffre. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à en sortir, pour la bonne raison que je n'y suis jamais tombé. Vous n'y êtes jamais tombé ? Non, Watson, je n'y suis jamais tombé. La petite lettre que je vous ai laissée était tout à fait sincère. J'étais presque sûre d'être parvenue au terme de ma carrière, lorsque j'ai vu la silhouette plutôt sinistre de feu, le professeur Moriarty se dresser sur l'étroit sentier qui ramenait en lieu sûr. J'ai lu dans son regard gris une volonté inexorable. J'ai donc échangé quelques propos avec lui et il m'a courtoisement accordé la permission de vous écrire le petit mot que vous avez trouvé ensuite. Je l'ai laissé avec mon étui à cigarette et mon alpenstock et j'ai avancé sur le sentier, tandis que Moriarty était toujours sur mes talons. Une fois parvenu au bout, je me suis retournée aux abois. Il n'a pas sorti d'armes, mais il s'est précipité sur moi en m'enserrant de ses longs bras. Il savait qu'il avait perdu la partie et n'avait plus d'autre désir que de se venger de moi. Nous avons vacillé ensemble sur le bord des chutes d'eau. Je connais un peu le baritsu, cette technique de lutte japonaise, qui dans de nombreux cas m'a rendu de grands services. J'ai échappé à sa prise et lui, en poussant un cri horrible, s'est débattu comme un beau diable pendant quelques secondes, en agrippant l'air de ses deux mains. Mais malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à retrouver son équilibre et il a culbuté. La tête penchée au-dessus du bord, je l'ai vu tomber longtemps. Puis il a heurté un rocher, a rebondi et s'est écrasé dans l'eau. J'étais médusée en entendant cette explication que me donnait Holmes entre deux bouffées de cigarette. « Mais les traces !» m'écriai-je.
J'ai vu de mes propres yeux 2 traces qui allaient jusqu'au bout du sentier, mais aucune qui en revenait. Voici comment c'est arrivé. À l'instant même où le professeur Moriarty a disparu, j'ai compris tout d'un coup que le destin m'accordait une chance vraiment extraordinaire. Je savais que Moriarty n'était pas le seul homme à avoir juré ma perte. Il y en avait au moins 3 autres dont la mort de leur chef ne ferait qu'attiser le désir de vengeance. Tous les 3 étaient des individus particulièrement dangereux. L'un ou l'autre finirait bien par m'avoir. Mais d'autre part, si le monde entier était convaincu de ma mort, ces individus prendraient des libertés. Ils s'exposeraient, et tôt ou tard, je pourrais les détruire. Il serait temps alors pour moi de faire savoir que j'étais encore sur la terre des vivants. Le cerveau travaille si rapidement que je crois avoir conçu tout cela avant même que le professeur Moriarty ait atteint le fond des chutes de Reichenbach. Je me suis relevé pour examiner la paroi rocheuse derrière moi. Dans le récit pittoresque que vous avez consacré à l'événement et que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt quelques mois plus tard, vous affirmez que la paroi était lisse. Ce n'était pas littéralement exact. On voyait quelques prises où mettre les pieds et on devinait une corniche. Le rocher perpendiculaire est si haut qu'il était manifestement impossible de l'escalader complètement. Mais il m'était impossible également d'avancer sur le chemin humide sans laisser de traces. J'aurais pu, c'est vrai, mettre mes chaussures de marche à l'envers, comme je l'ai fait dans des occasions semblables. Mais la vue de ces 3 séries d'empreintes allant dans une même direction aurait très certainement laissé supposer une tromperie. Tout compte fait, donc, il valait mieux me risquer dans l'escalade. Ce n'était pas une entreprise facile, Watson. En dessous de moi, les chutes d'eau grondaient. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse emporter par l'imagination, mais je vous jure que j'avais l'impression d'entendre la voix de Moriarty qui hurlait jusqu'à moi du fond du gouffre. La moindre faute eût été fatale. Plus d'une fois, alors que des touffes d'herbe me restaient dans la main ou que mon pied glissait dans les fissures humides du rocher, je me suis dit que c'en était fini de moi. Mais tant bien que mal, j'ai réussi à grimper et je suis parvenue finalement à une corniche de quelques pieds de large, recouverte d'une douce mousse verte, où je pouvais me tenir allongée tout à fait confortablement sans être vue. C'est là que j'étais étendu, mon cher Watson, lorsque vous-même et tous les gens de votre suite êtes venus enquêter, de la manière la plus sympathique et la plus inefficace, sur les circonstances de ma mort. Pour finir, lorsque vous avez tous eu tiré vos conclusions inévitables et totalement erronées, vous avez repris le chemin de l'hôtel et je suis resté seul. J'avais imaginé que j'étais parvenu au terme de mes aventures, mais un événement très inattendu m'a montré que des surprises m'attendaient encore. Un gros rocher, tombant d'en haut, a dévalé à grand bruit à côté de moi, est tombé sur le sentier et a rebondi pour aller dans le gouffre. L'espace d'un instant, j'ai cru à un accident, mais bientôt après, en regardant en l'air, j'ai vu une tête d'homme se détacher sur le ciel qui s'assombrissait, et une autre pierre a heurté la corniche même où j'étais allongé, à seulement quelques dizaines de centimètres de ma tête. Naturellement, cela avait un sens évident. Moriarty n'était pas seul. Un complice, et même cet unique coup d'œil m'avait appris le danger que représentait ce complice, avait tout surveillé, tandis que le professeur m'attaquait. De loin, en restant invisible pour moi, il avait été témoin de la mort de son ami et de la façon dont je m'en étais tiré. Il avait attendu, puis, après avoir gagné le sommet de la muraille rocheuse par une voie détournée, il avait essayé de réussir là où son compagnon avait échoué. Je ne me suis pas beaucoup attardé à réfléchir, Watson. J'ai vu de nouveau ce visage sinistre qui regardait par-dessus la paroi rocheuse, et j'ai compris que cela annonçait un nouveau rocher. En m'aidant de mes pieds et de mes mains, je me suis laissé retomber sur le sentier. Je crois que j'aurais été incapable de le faire en agissant de sang-froid.
C'était 100 fois plus difficile que de monter. Mais je n'eus pas le loisir de penser à ce danger, car un autre rocher passa près de moi en sifflant, tandis que je me retenais par les mains au bord de la corniche. À mi-parcours, mon pied a glissé, mais grâce à Dieu, j'ai atterri sur le sentier tout en sang avec mes blessures. Je me suis enfui à toutes jambes. J'ai parcouru une quinzaine de kilomètres à travers les montagnes, dans l'obscurité, et une semaine plus tard, je me suis retrouvée à Florence, avec la certitude que personne au monde ne savait ce que j'étais devenue. Seul mon frère Mycroft était dans la confidence. Je vous dois bien des excuses, mon cher Watson, mais il était de la plus haute importance que l'on me crût mort, et je suis bien sûr que vous n'auriez pas écrit un récit aussi convaincant de ma triste fin, si vous n'aviez pas été persuadé vous-même de dire la vérité. Au cours des 3 dernières années, il m'est arrivé plusieurs fois de prendre la plume pour vous écrire. Mais j'ai toujours craint que l'estime affectueuse que vous éprouvez pour moi ne vous pousse à commettre une imprudence qui trahirait mon secret. C'est pour cette raison-là que je me suis détournée de vous ce soir, lorsque vous avez fait tomber mes livres, car j'étais en danger à ce moment-là, et toute manifestation de surprise et d'émotion de votre part aurait pu attirer l'attention sur mon identité et entraîner des conséquences particulièrement déplorables et irréparables. Quant à Mycroft, je devais le mettre dans la confidence pour obtenir l'argent dont j'avais besoin. La suite des événements à Londres ne se présenta pas aussi bien que je l'avais souhaité. En effet, le procès de la bande de Moriarty laissa en liberté 2 de ses membres les plus dangereux, qui étaient mes ennemis les plus acharnés à se venger. Je me suis donc rendu au Tibet, où je suis resté 2 ans. Je me suis amusé à visiter Lhasa et à passer quelques jours en compagnie du Dalai Lama. Vous avez peut-être lu des articles sur les explorations remarquables d'un Norvégien du nom de Sigerson, mais je suis bien sûr qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit que vous receviez ainsi des nouvelles de votre ami. Ensuite, j'ai traversé la Perse. J'ai fait un petit tour par la Mecque et rendu une visite, brève mais intéressante, au calife de Khartoum, sur laquelle j'ai envoyé un rapport au Foreign Office. Je suis ensuite revenu par la France, où j'ai passé quelques mois à faire des recherches sur les dérivés du goudron de houille, dans un laboratoire de Montpellier, dans le sud du pays. Après avoir achevé ce travail, comme je le souhaitais et appris qu'il ne restait plus qu'un seul de mes ennemis à Londres, je m'apprêtais à revenir. Mais alors, mes mouvements furent précipités par la nouvelle de ce très remarquable mystère de Park Lane, qui non seulement me passionnait en lui-même, mais semblait présenter pour moi une occasion exceptionnelle. Je suis rentré sur le champ à Londres et me suis présenté sous mon nom à Baker Street. Cela a déclenché chez Mrs. Hudson une violente crise de nerfs, et je me suis rendu compte que Mycroft avait laissé mon appartement et mes documents exactement tels qu'ils étaient auparavant. Voilà comment, mon cher Watson, aujourd'hui, à 2 heures, je me suis retrouvé dans mon fauteuil habituel, dans mon salon habituel, regrettant seulement de ne pas voir mon vieil ami Watson, dans cet autre fauteuil qu'il avait si souvent honoré de sa présence. Voilà le récit extraordinaire que j'ai entendu en cette soirée d'avril. Un récit qui m'aurait paru parfaitement incroyable s'il n'avait été confirmé par la présence bien réelle de cette silhouette grande et mince et de ce visage ardent, au regard pénétrant, que je ne pensais jamais revoir un jour. D'une manière ou d'une autre, il avait appris la triste perte que j'avais subie, et il me manifesta sa sympathie par son comportement plus que par ses paroles. « Le travail est le meilleur antidote au chagrin, mon cher Watson, dit-il, et ce soir j'ai un travail pour nous deux qui, si nous parvenons à le mener jusqu'à une heureuse conclusion, pourra à lui seul justifier toute une vie d'homme sur cette planète. » Je l'ai prié, mais en vain, de m'en dire davantage. « Vous verrez, et vous entendrez suffisamment de choses avant demain matin, » me répondit-il. Nous avons à parler de ces 3 années écoulées. Cela devrait vous suffire jusqu'à 9h30 ce soir
lorsque nous nous lancerons dans cette remarquable aventure de la maison vide. Tout à fait comme mon bon vieux temps, à l'heure dite, je me retrouvais assis à côté de lui dans un fiacre, mon revolver dans ma poche et dans mon cœur le frisson de l'aventure. Holmes restait froid, grave et silencieux. Comme le faible éclat des réverbères éclairait par intermittence son visage austère, je m'aperçus qu'il avait le front contracté par la réflexion et que ses lèvres minces étaient serrées. Je ne savais pas quelle bête sauvage nous allions traquer dans la jungle obscure du crime, à Londres, mais j'étais convaincu, en voyant l'attitude de ce maître chasseur, que cette affaire était d'une gravité extrême, tandis que le sourire sardonique qui, de temps en temps, traversait son visage sombre et ascétique, était de mauvais augure pour notre gibier. J'avais supposé que nous nous rendions à Baker Street, mais Holmes fit arrêter le fiacre au coin de Cavendish Square. Je remarquai qu'en descendant, il regarda très attentivement à droite et à gauche, et qu'ensuite, à chaque intersection de rue, il s'assura très soigneusement que nous n'étions pas suivis. Notre itinéraire était assurément singulier. Holmes avait une connaissance exceptionnelle des chemins de traverse dans Londres. Et ce jour-là, il s'engagea d'un pas rapide et décidé dans un dédale de ruelles et d'écuries dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Finalement, nous débouchâmes dans une petite rue bordée de vieilles maisons ténébreuses qui nous conduisit à Manchester Street puis à Blandford Street. Là, il tourna prestement dans une étroite ruelle et il passa par une porte en bois pour entrer dans une cour déserte, avant d'ouvrir avec une clé la porte donnant sur l'arrière d'une maison. Nous entrâmes tous les deux et il referma la porte. L'endroit était plongé dans le noir total, mais il était évident pour moi que nous étions dans une maison vide. Nos pas faisaient grincer et craquer le parquet nu, et en tendant la main, je touchais un mur où le papier peint pendait en lambeaux. Les doigts fins et glacés de Holmes me saisirent par le poignet pour me faire passer par un long couloir au bout duquel j'aperçus confusément l'imposte sombre qui était au-dessus de la porte. Là, Holmes tourna tout à coup à droite et nous nous retrouvâmes dans une grande pièce carrée, vide, dont les coins étaient plongés dans une obscurité profonde et le centre faiblement éclairé par les lumières de la rue dehors. Il n'y avait pas de lampe à proximité, et la fenêtre était recouverte d'une couche de poussière si épaisse qu'à l'intérieur, nous pouvions tout juste distinguer nos silhouettes. Mon compagnon me mit la main sur l'épaule et approcha ses lèvres de mon oreille. « Savez-vous où nous sommes ?» me demanda-t-il à voix basse. « C'est sûrement Baker Street » lui ai-je répondu, en regardant attentivement par la vitre sale. « Exactement. Nous sommes à Camden House, qui est en face de notre appartement d'autrefois. Mais pourquoi sommes-nous ici ? Parce que nous y avons une vue si exceptionnelle sur cet immeuble pittoresque. Puis-je vous demander, mon cher Watson, de vous approcher un peu de la fenêtre, en prenant toutes les précautions pour ne pas vous montrer, puis de lever les yeux vers notre logement d'autrefois, point de départ de tant de vos petites histoires. Nous allons voir si 3 ans d'absence m'ont complètement privé de mon pouvoir de vous surprendre. Je m'avançai furtivement pour regarder en face, en direction de la fenêtre que je connaissais bien. Lorsque mes yeux la trouvèrent, j'eus un sursaut et je poussai un cri de stupeur. Le store était baissé et à l'intérieur de la pièce, il y avait une forte lumière. L'ombre d'un homme, assis dans un fauteuil, se détachait très nettement sur l'écran lumineux de la fenêtre. On ne pouvait se méprendre en voyant ce port de tête, ses épaules carrées, ce profil anguleux. Le visage était à demi tourné et produisait le même effet que l'une de ces silhouettes noires que nos grands-parents adoraient encadrer. C'était une réplique parfaite de Holmes. J'étais tellement surpris que j'avançai la main pour m'assurer que le vrai se tenait là, à côté de moi. Il était tout palpitant sous l'effet d'un rire contenu. « Eh bien, fit-il. « Bonté divine, m'écriai-je, c'est prodigieux. »
Je pense que l'âge ne peut flétrir, ni l'accoutumance épuiser mon infinie variété, dit-il. Et je reconnus dans sa voix la joie et la fierté que l'artiste trouve dans sa propre création. En vérité, cela me ressemble assez, non? J'aurais pu jurer que c'était vous. Le mérite de l'exécution revient à monsieur Oscar Meunier de Grenoble, qui a passé plusieurs jours à réaliser le moulage. Il s'agit d'un buste en cire. Le reste, je l'ai mis au point moi-même au cours de mon passage à Baker Street cet après-midi. Mais dans quel but? Parce que, mon cher Watson, j'avais toutes les raisons du monde de vouloir faire croire à certaines personnes que j'étais là, alors qu'en fait j'étais ailleurs. Et vous pensiez que l'appartement était surveillé. Je savais pertinemment qu'il était surveillé. Et par qui? Par mes vieux ennemis, Watson, par cette charmante association dont le chef repose dans les chutes de Reichenbach. Rappelez-vous qu'ils savaient, et qu'ils étaient les seuls à savoir, que j'étais encore en vie. Ils pensaient bien que tôt ou tard je reviendrais à mon appartement. Ils l'observaient en permanence, et ce matin, ils m'ont vu arriver. Comment savez-vous? Parce que j'ai reconnu leur guetteur lorsque j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. C'est un gars assez inoffensif, dénommé Parker, un professionnel du garrot, qui n'a pas son pareil pour jouer de la guimbarde. Je ne me souciais guère de lui, mais je me souciais bien davantage de l'individu beaucoup plus redoutable qui était derrière lui, l'ami intime de Moriarty. L'homme qui avait fait tomber les rochers sur la paroi de Reichenbach, le criminel le plus rusé, le plus dangereux de Londres. Voilà l'homme qui me recherche ce soir, Watson, et qui ne sait pas que nous sommes en fait à sa recherche. Les plans de mon ami commençaient à m'apparaître peu à peu plus clairement. Depuis cet abri commodément placé, les guetteurs étaient guettés et les poursuivants poursuivis. L'ombre anguleuse qui apparaissait là-haut était l'appât, et nous étions les chasseurs. Nous restâmes là en silence tous les deux dans l'obscurité, à observer les silhouettes pressées qui passaient et repassaient devant nous. Holmes était silencieux et immobile, mais je voyais bien qu'il était très vigilant et que son regard était concentré sur le flot des passants. La nuit était froide et agitée. Le vent faisait entendre ses cris aigus dans la longue rue. Beaucoup de gens allaient et venaient, pour la plupart engoncés dans leurs manteaux et leurs cache-cols. Une fois ou deux, j'eus l'impression d'avoir déjà vu la même silhouette auparavant, et je remarquai particulièrement deux hommes qui semblaient se protéger du vent sous le porche d'une maison située un peu plus loin, dans la rue. J'essayai d'attirer vers eux l'attention de mon compagnon, mais il m'exprima sèchement son agacement en continuant de fixer la rue. À plusieurs reprises, ses pieds s'agitèrent et ses doigts tapotèrent vivement sur le mur. Je me rendais bien compte qu'il devenait nerveux et que ses plans ne fonctionnaient pas aussi parfaitement qu'il l'aurait souhaité. Finalement, tandis que l'on approchait de minuit et que peu à peu la rue se vidait, il se mit à marcher de long en large dans la pièce, en proie à une agitation qu'il ne pouvait maîtriser. J'allais lui faire une remarque quand je levai les yeux vers la fenêtre éclairée, et de nouveau, je ressentis une grande surprise, presque aussi forte que la précédente. Je saisis le bras de Holmes en lui faisant signe de regarder en haut. « L'ombre a bougé !» m'écriai-je. De fait, ce n'était plus le profil, mais le dos qui était désormais tourné vers nous. 3 années n'avaient manifestement pas émoussé les aspérités de son caractère, ni réduit son agacement devant une intelligence moins vive que la sienne. « Naturellement, elle a bougé, dit-il. Suis-je un fumiste grotesque, Watson, au point d'avoir réalisé un mannequin facile à identifier comme tel, en m'attendant à tromper ainsi certains des hommes les plus futés d'Europe? Cela fait 2 heures que nous sommes dans cette pièce, et Mrs. Hudson est intervenue 8 fois pour modifier l'apparence du mannequin, soit une fois tous les quarts d'heure. Elle le manipule par le devant, de manière que l'on ne voit pas son ombre. Ah !» L'émotion lui fit prendre une inspiration stridente. Dans la pénombre, je le vis tout à coup avancer la tête et contracter tout son corps sous l'effet de l'attention. Dehors, la rue était absolument vide. Les 2 hommes étaient peut-être encore tapis sous leur porche, mais je ne les voyais plus.
Tout demeurait immobile et obscur, à l'exception de cet écran jaune lumineux, en face de nous, au centre duquel se détachait la silhouette noire. De nouveau, dans le silence complet, j'entendis ce léger sifflement qui traduisait une vive émotion contenue. L'instant d'après, il me tira en arrière pour me faire revenir dans le coin le plus sombre de la pièce, et je sentis sa main sur mes lèvres en signe de mise en garde. Les doigts qui me saisirent tremblaient. Jamais je n'avais vu mon ami ému à ce point-là, et pourtant, devant nous, la rue obscure demeurait déserte, sans aucun mouvement. Mais soudain je pris conscience de ce que ses sens plus affûtés avaient déjà perçu. Un bruit sourd et furtif parvint à mes oreilles, venant non pas de la direction de Baker Street, mais bien de l'arrière de la maison où nous étions cachés. Celui d'une porte ouverte puis refermée. Un instant plus tard, on entendit des pas s'avancer discrètement dans le couloir, des pas qui se voulaient silencieux, mais dont le bruit se répandait brutalement dans toute la maison vide. Holmes recula pour se planquer contre le mur et j'en fis autant, la main serrée sur la crosse de mon revolver. En scrutant l'obscurité, je vis la vague silhouette d'un homme légèrement plus sombre que le noir de la porte ouverte. Il resta immobile un instant, puis peu à peu, recroquevillé et menaçant, il s'avança dans la pièce. Cette silhouette sinistre était à moins de 3 mètres de nous, et je m'étais armé de courage pour l'arrêter dans son élan. Mais je compris qu'il ne se doutait nullement de notre présence. Il passa tout près de nous, se dirigea furtivement vers la fenêtre pour la soulever d'une 15aine de centimètres, très doucement, sans le moindre bruit. Lorsqu'il se baissa pour se mettre au niveau de cette ouverture, les lumières de la rue, qui n'étaient plus obscurcies par la crasse de la vitre, éclairèrent pleinement son visage. L'homme semblait en proie à une véritable passion. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et son visage était agité de mouvements convulsifs. C'était un homme d'un certain âge, qui avait un nez fin et saillant, un front haut et dégarni, et une épaisse moustache poivre et sel. Il portait un haut de forme rejeté sur l'arrière de la tête, et le plastron de sa tenue de soirée faisait une tache blanche sous son pardessus ouvert. Son visage basané était décharné et parcouru de profondes rides, qui lui donnaient un air féroce. Il portait quelque chose qui ressemblait à une canne, mais lorsqu'il la posa par terre, celle-ci rendit un son métallique. Alors, de la poche de son manteau, il sortit un objet volumineux et se livra à une tâche qui s'acheva par un bruit de déclic bien audible, comme si un ressort ou un verrou venait de se mettre en place. Toujours agenouillé sur le plancher, il se pencha en avant et appuya de tout son poids et de toute sa force sur un levier, tant et si bien que l'on entendit un long grincement de rotation, qui se termina une fois encore par un déclic sonore. Il se redressa alors, et je vis que ce qu'il tenait à la main était une sorte de fusil, dont la crosse avait une forme curieusement inhabituelle. Il ouvrit la culasse, y introduisit quelque chose et en referma la sécurité. Puis, une fois accroupi, il posa l'extrémité du canon sur le rebord de la fenêtre ouverte, et je vis sa longue moustache se poser sur le bois du final, et son oreiller briller en regardant par le viseur. Je l'entendis pousser un petit soupir de satisfaction en blottissant la crosse contre son épaule, et je vis cette cible étonnante. L'homme noir sur fond jaune se détachait nettement à l'extrémité de sa ligne de mire. Pendant un instant, il resta immobile, bien raide, puis son doigt appuya sur la détente. J'entendis distinctement un étrange sifflement et le long tintement argentin d'une vitre brisée. À cet instant, Holmes se jeta comme un tigre sur le dos du tireur et le fit tomber face contre terre. L'homme se releva instantanément et avec une force convulsive, il attrapa Holmes par la gorge. Mais je le frappai avec la crosse de mon revolver et de nouveau il tomba par terre. Alors je me précipitai sur lui et tandis que je le tenais, mon camarade lança un coup de sifflet strident. On entendit courir sur le trottoir 2 policiers en uniforme ainsi qu'un inspecteur en civil firent irruption dans la pièce en passant par l'entrée de la façade. « C'est vous, Lestrade » demanda Holmes. « Oui, monsieur Holmes. J'ai pris l'affaire personnellement en main.
Ça fait plaisir de vous voir de retour à Londres, monsieur. Je crois que vous avez besoin d'une petite aide officieuse. 3 crimes non élucidés dans la même année, ce n'est pas admissible, Lestrade. Mais vous avez conduit l'affaire Mollesset avec un peu moins de votre habituel, disons assez bien. Nous nous étions alors tous relevés et notre prisonnier, encadré par 2 policiers vigoureux, respirait avec peine. Déjà quelques badauds avaient commencé à se rassembler dans la rue. Holmes s'avança vers la fenêtre, la ferma et baissa le store. Lestrade avait sorti 2 bougies et les policiers avaient ôté le cache qui recouvrait leur lanterne sourde. J'étais enfin capable de bien voir notre prisonnier. Le visage qui était tourné vers nous était terriblement viril mais sinistre. En haut, il avait le front d'un philosophe et en bas, la mâchoire d'un jouisseur. L'homme avait dû aborder la vie avec des dons remarquables, pour le bien comme pour le mal. Mais on ne pouvait pas regarder ses yeux bleus cruels, avec leurs paupières tombantes cyniques, ni son nez agressif, féroce, ni son front sillonné de plis menaçants, sans y voir des signes de danger particulièrement évidents que donnait la nature. Il ne faisait pas du tout attention à nous, mais son regard était fixé sur le visage de Holmes, avec une expression où se lisait un parfait mélange de haine et de stupeur. Il n'arrêtait pas de marmonner. « Espèce de monstre à l'intelligence diabolique !»« Ah, colonel !» dit Holmes en rajustant son col froissé. Les voyages aboutissent toujours à rapprocher les amoureux, comme le dit la pièce ancienne. Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous voir depuis que vous m'avez honoré de vos attentions, lorsque j'étais sur la corniche, au-dessus des chutes de Reichenbach. Le colonel continuait de fixer mon ami, comme s'il était envoûté. « Espèce de monstre rusé !» Voilà tout ce qu'il pouvait dire. « Je n'ai pas encore fait les présentations, dit Holmes. Messieurs, je vous présente le colonel Sébastien Morand, ancien officier de l'armée des Indes de Sa Majesté, et le meilleur tireur de gros gibier qu'ait jamais connu notre empire d'Orient. Je crois ne pas me tromper, colonel, en disant que votre record de tigres abattus reste toujours inégalé. » Le vieil homme brutal ne dit rien, mais continua de regarder furieusement mon compagnon. Il était étonnant de voir à quel point, avec ses yeux féroces et sa moustache hérissée, il ressemblait lui-même à un tigre. « Je m'étonne que mon stratagème très simple ait pu tromper un vieux shikari comme vous, dit Holmes. Vous devez bien le connaître. N'avez-vous jamais attaché un jeune chevreau sous un arbre pour vous tenir au-dessus avec votre fusil et attendre que l'appât fasse venir votre tigre? Cette maison vide est mon arbre et vous êtes mon tigre. Vous aviez sans doute d'autres fusils en réserve, au cas où il y aurait eu plusieurs tigres, ou bien dans l'hypothèse fort improbable où vous auriez raté votre coup. Voici mes autres fusils, dit-il en montrant ceux qui l'entouraient. Mon parallèle se tient parfaitement. Le colonel Morand tenta de se précipiter en avant, dans un grognement de rage, mais les policiers le retinrent. La fureur qui se lisait sur son visage était terrible à voir. « J'avoue que vous m'avez réservé une petite surprise, dit Holmes. Je n'avais pas prévu que vous utiliseriez vous aussi cette maison vide et cette fenêtre commode donnant sur la rue. J'avais supposé que vous alliez opérer depuis la rue où vous attendaient mon ami Lestrade et ses joyeux compagnons. À cette exception près, tout s'est déroulé comme je m'y attendais. » Le colonel Morand se tourna vers l'inspecteur de police détenteur de l'autorité. « Que vous ayez ou non un bon motif pour m'arrêter, dit-il, vous n'avez toutefois aucune raison de m'exposer aux railleries de ce personnage. Si je suis aux mains de la loi, que les choses se déroulent selon la procédure légale. »« Eh bien, voilà qui me paraît assez raisonnable, dit Lestrade. Vous n'avez rien à ajouter, monsieur Holmes, avant que nous partions ? »
Holmes avait ramassé par terre le puissant fusil à air comprimé et il en examinait le mécanisme. « Une arme admirable et unique en son genre, dit-il. Elle ne fait pas de bruit et elle a une puissance énorme. J'ai connu von Herder, le mécanicien allemand aveugle qui l'a construite, à la demande de feu le professeur Moriarty. J'étais au courant de son existence depuis des années, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de l'avoir en main. Je la recommande spécialement à votre attention, Lestrade, ainsi que les balles qui vont avec. Vous pouvez nous faire confiance, nous allons nous en occuper, monsieur Holmes, dit Lestrade, tandis que le petit groupe se déplaçait vers la porte. Vous n'avez rien à ajouter? Juste une question. Quel chef d'accusation avez-vous l'intention de retenir? Quel chef d'accusation, monsieur? Eh bien, naturellement, une tentative de meurtre sur la personne de monsieur Sherlock Holmes. Oh non, Lestrade, je ne tiens pas du tout à apparaître dans cette affaire. C'est à vous, et à vous seul, que revient le mérite d'avoir effectué cette remarquable arrestation. Oui, Lestrade, je vous adresse mes félicitations. Avec votre mélange habituel de ruse et d'audace, vous l'avez capturé. Capturé? Mais capturé qui, monsieur Holmes? L'homme que toute la police recherche en vain. Le colonel Sébastien Morand, qui a tué l'honorable Ronald Adair d'une balle d'Indome tirée à l'aide d'un fusil à air comprimé, par la fenêtre ouverte du 2e étage sur la façade du 427 Park Lane, le 30 du mois dernier. Voilà le chef d'accusation, Lestrade. Et maintenant, Watson, si vous êtes capable de supporter le courant d'air que crée une vitre cassée, je crois qu'une demi-heure passée dans mon bureau à fumer un cigare peut vous apporter une distraction utile. Notre ancien appartement n'avait pas changé, grâce à la vigilance de Mycroft Holmes, et plus directement aux soins de Mrs. Hudson. Il est vrai qu'en entrant, je remarquai qu'il y régnait un ordre inhabituel, mais les vieux points de repère étaient tous à leur place. Il y avait le coin dédié à la chimie et la table dont le dessus était en bois blanc avec ses taches d'acide. Sur une étagère étaient rangés ces redoutables recueils de coupures de presse et d'archives que beaucoup de nos compatriotes auraient tellement aimé pouvoir brûler. Les schémas, l'étui à violon, le râtelier à pipe et même la babouche qui contenait le tabac. Je vis tout cela en regardant autour de moi. Il y avait déjà 2 personnes dans la pièce, l'une étant Mrs. Hudson qui nous accueillit tous les deux d'un sourire rayonnant, et l'autre l'étrange mannequin qui avait joué un rôle si important dans les aventures de la soirée. C'était une figure de cire de mon ami, exécutée de façon si admirable qu'elle constituait une réplique parfaite. Elle était posée sur une petite table support, et l'on avait disposé en dessous une vieille robe de chambre de Holmes, de telle façon que l'illusion était vraiment complète depuis la rue. « J'espère que vous avez observé toutes les précautions, Mrs. Hudson, dit Holmes. Je m'en suis approché à genoux, monsieur, bien comme vous me l'avez dit. Excellent. Vous avez très bien joué le jeu. Avez-vous remarqué où la balle est allée se nicher? Oui, monsieur. Malheureusement, elle a endommagé votre beau buste, car elle a traversé la tête pour aller s'écraser contre le mur. Je l'ai ramassée sur le tapis. La voici. Holmes me la tendit. Une balle tendre de revolver, comme vous voyez, Watson. Il y a là une idée géniale. Car qui s'attendait à voir une tréballe tirée par un fusil à air comprimé? Très bien, Mrs. Hudson. Je vous suis très obligé de votre aide. Et maintenant, Watson, je veux vous voir une fois de plus dans votre fauteuil habituel, car il y a plusieurs points dont j'aimerais discuter avec vous. Il s'était débarrassé de la redingote râpée, redevenant le Holmes d'autrefois, vêtu de la robe de chambre gris souris qu'il avait enlevée au mannequin. Les nerfs du vieux Chicari n'ont rien perdu de leur sûreté, ni ses yeux de leur acuité, dit-il en riant, tandis qu'il examinait le front fracassé de son buste. En plein milieu du crâne, à l'arrière, et paf, à travers le cerveau. Aux Indes, c'était le meilleur fusil, et il me semble bien qu'il n'y en a pas beaucoup de meilleurs à Londres. Vous le connaissez de nom? Non, je ne le connais pas.
Ah, voyez-vous, voilà bien les limites de la renommée. Mais d'autre part, si mes souvenirs sont exacts, vous ne connaissiez pas non plus le nom du professeur James Moriarty, l'un des plus grands cerveaux de notre siècle. S'il vous plaît, passez-moi mon index des biographies qui se trouve sur l'étagère. Bien calé dans son fauteuil et dégageant de gros nuages de fumée de son cigare, il tourna nonchalamment les pages. « Ma collection pour la lettre M est magnifique, dit-il. Moriarty, à lui tout seul, suffit à donner du prestige à n'importe quelle lettre. Mais voici aussi Morgan, l'empoisonneur, Meridiu, de sinistre mémoire, Matthew, qui m'a fait perdre ma canine gauche dans la salle d'attente de Charing Cross. Et voici enfin notre ami de ce soir. Il me passa le livre et je lus. Morant Sébastien Colonel, sans profession, précédemment au 1er régiment des pionniers de Bangalore, né à Londres en 1840. Fils de Sir Augustus Morant, compagnon de l'ordre du Bain, ancien représentant britannique en Perse. Études à Eton et à Oxford. A servi dans la campagne contre les Jowaki, la campagne d'Afghanistan à Shahrazad, aux Dépêches, à Cherbourg et à Kaboul. Auteur de la chasse au gros gibier dans l'ouest de l'Himalaya en 1881 et de 3 mois dans la jungle en 1884. Adresse Conduit Street, Club, l'Anglo-Indien, le Tankerville et le Cercle de Bagatelle. Dans la marge, on pouvait lire de l'écriture soignée de Holmes. Numéro 2 du crime à Londres, très dangereux. C'est stupéfiant, dis-je, en lui rendant le recueil. La carrière de cet homme est celle d'un honorable militaire. C'est vrai, répondit Holmes. Jusqu'à un certain moment, il s'est bien comporté. Il a toujours eu des nerfs d'acier et on raconte encore, dans les Indes, comment il s'est glissé dans une tranchée pour poursuivre un tigre blessé qui dévorait les hommes. Il existe des arbres, Watson, qui poussent jusqu'à une certaine hauteur et puis tout à coup, leur développement prend un tour bizarre et affreux. Vous pouvez observer le même phénomène chez les humains. J'ai une théorie selon laquelle l'individu représente dans son développement toute la lignée de ses ancêtres, et cette brusque orientation vers le bien ou vers le mal correspond à une influence déterminante qui s'est glissée dans son pédigré. La personne devient en quelque sorte le résumé de l'histoire de sa famille. C'est assez fantaisiste, assurément. Eh bien, je n'insisterai pas. Quelle qu'en soit la cause, le colonel Morant a commencé à mal tourner, sans qu'il y eût de scandale manifeste. La vie aux Indes était devenue impossible pour lui. Il a pris sa retraite et est venu à Londres, où il a de nouveau acquis une mauvaise réputation. C'est à cette époque que le professeur Moriarty a eu recours à ses services. Il lui a servi quelque temps de chef d'état-major. Moriarty lui donnait de l'argent généreusement et il a fait appel à lui uniquement dans 1 ou 2 affaires de haute volée, qu'aucun criminel ordinaire n'aurait pu entreprendre. Vous vous souvenez peut-être de la mort de Mrs. Stewart, de Lauder, en 1887, non? Eh bien, je suis sûre que Morant était là-dessous, mais on n'a rien pu prouver. Le colonel était si habilement camouflé que même lorsque la bande de Moriarty a été dissoute, nous n'avons pas réussi à l'incriminer. Vous vous rappelez le jour où je suis venue vous voir chez vous et où j'ai fermé les volets par crainte des fusils à air comprimé. Vous avez dû penser que j'avais de drôles d'idées. Mais je savais exactement ce que je faisais, car je connaissais l'existence de ce fusil remarquable, et je savais aussi que derrière se tenait l'un des meilleurs tireurs du monde. Quand nous étions en Suisse, il nous a suivis avec Moriarty, et sans aucun doute, c'est lui qui m'a fait vivre ces 5 minutes d'enfer sur la corniche à Reichenbach. Vous vous doutez bien que j'ai lu attentivement les journaux pendant mon séjour en France. Je guettais une occasion de le pincer. Tant qu'il était en liberté à Londres, ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. Nuit et jour, j'aurais eu cette ombre au-dessus de moi, et tôt ou tard, il aurait sûrement eu sa chance.
Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas tirer à vue sur lui, sauf à me retrouver dans le box des accusés. Inutile de faire appel à un magistrat. Ils ne peuvent intervenir sur la base de ce qui leur apparaîtrait comme un soupçon insensé. Je ne pouvais donc rien faire, mais je suivais les nouvelles du monde du crime, en sachant que tôt ou tard j'allais l'attraper. C'est alors qu'eut lieu la mort de ce Ronald Adair. Je tenais là enfin mon occasion. Avec les informations dont je disposais, n'était-il pas certain que c'était le colonel Morand qui avait fait le coup? Il avait joué aux cartes avec le jeune homme. Il l'avait suivi chez lui depuis le cercle. Il l'avait tué en tirant par la fenêtre ouverte. Il n'y avait aucun doute possible là-dessus. Les balles seules suffisent à lui passer la corde au cou. Je suis revenu à Londres immédiatement. J'ai été repéré par le guetteur qui, je le savais, allait attirer l'attention du colonel sur ma présence. Celui-ci ne manquerait pas de faire le lien entre mon retour soudain et son crime, ce qui l'inquiéterait au plus haut point. J'étais sûr qu'il essaierait de se débarrasser de moi sur le champ et que dans ce but, il prendrait son arme fatale. Je lui ai ménagé une excellente cible derrière ma fenêtre et j'ai averti la police que l'on pourrait avoir besoin de ces hommes. À propos, Watson, vous avez repéré leur présence sous ce porche avec un flair infaillible. J'ai choisi ce qui me semblait être un poste d'observation judicieux, sans me douter qu'il choisirait le même jour pour mener son attaque. À présent, mon cher Watson, me reste-t-il quelque chose à vous expliquer? Mais oui, dis-je, vous ne m'avez toujours pas dit quel était le mobile du colonel Morand pour tuer l'honorable Ronald Adair. Ah, mon cher Watson, là nous entrons dans le domaine des conjectures où l'esprit le plus logique risque de se laisser piéger. Chacun peut se forger une hypothèse d'après les faits connus, et la vôtre a autant de chances d'être la bonne que la mienne. Vous avez donc forgé la vôtre. Je pense qu'il n'est pas difficile d'expliquer les faits. Les dépositions ont établi que le colonel Morand et le jeune Adair avaient gagné ensemble une somme d'argent très importante. Or, il est certain que Morand triche aux cartes. Je le sais depuis longtemps. Je crois que le jour du crime, Adair avait découvert que Morand trichait. Selon toute vraisemblance, il lui a parlé en tête-à-tête et avait menacé de le dénoncer s'il ne démissionnait pas du cercle de sa propre initiative, en s'engageant à ne plus jamais jouer aux cartes. Un jeune homme comme Adair n'aurait sans doute pas provoqué un odieux scandale en dénonçant immédiatement un homme connu et bien plus âgé que lui. Il a probablement agi comme je l'ai dit. L'exclusion des cercles de jeu allait sûrement signifier la ruine pour Morand, qui vivait de ses gains frauduleux aux cartes. Voilà pourquoi il a tué Adair au moment où le jeune homme essayait de calculer les sommes qu'il devait personnellement restituer, car il ne pouvait pas tirer profit des tricheries de son partenaire. Il avait fermé la porte car il craignait d'être surpris par les dames et de les voir insister pour savoir ce qu'il était en train de fabriquer avec ses noms et cet argent. Ça vous va? Je suis convaincu que vous avez découvert la vérité. Nous en aurons la preuve ou le démenti au procès. D'ici là, quoi qu'il arrive, le colonel Morand ne va plus nous donner de soucis. Le fameux fusil de Von Herder va aller embellir le musée de Scotland Yard. Et désormais, Sherlock Holmes est de nouveau libre de consacrer son existence à l'examen de ces petits problèmes intéressants qu'offre en telle abondance la vie complexe de Londres. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cela vous a plu, je vous remercie de liker, partager, commenter et de vous abonner. À bientôt.